Bonjour et bienvenue donc pour ce webinaire dédié au métier de maréchal ferrant et de fondeur. Je m'appelle Patrick Dauphémont, je suis compagnon maréchal ferrant et j'ai le plaisir d'interviewer pour vous Charles de Guy van de Velde, qui est compagnon maréchal ferrant, et Armelle Chiari, qui est aspirante en voie de réception, bientôt reçue compagnon, et qui va nous parler du métier de fondeur. Donc la première partie de ce webinaire sera dédiée à la présentation des métiers et au témoignage de ceux qui le pratiquent. Et ensuite, on passera à 10 minutes de questions que vous pouvez taper dans le chat et auxquelles on répondra. Si c'est nous, ça sera l'équipe dédiée au chat. Et vous pourrez même voter avec le pouce si vous voulez voter pour les questions qui doivent être, selon vous, prioritaires sur les réponses. Je passe tout de suite à la présentation des métiers. On va commencer par le métier de maréchal ferrant. Charles, peux-tu nous présenter le métier de maréchal ferrant en quelques mots? Donc le maréchal ferrant, c'est un petit peu comme le podologue chez l'humain. Donc on va s'occuper de l'équilibre du cheval par la locomotion, la biomécanique, et on va également être amené à prendre en charge des pathologies du pied et même du corps tout entier. Et dans quel domaine d'activité est amené à travailler le maréchal? Alors le maréchal ferrant peut travailler dans l'artisanat, bien sûr, peut aussi travailler dans l'armée, dans la formation. Il peut aussi travailler, ça se développe de plus en plus des polycliniques équines, donc du coup des cliniques vétérinaires qui travaillent avec des maréchaux et des ostéopathes équins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aussi bien travailler en France comme à l'étranger. Et quelles sont les perspectives d'emploi et de carrière pour ces métiers? Alors on peut ouvrir la plupart du temps, on ouvre une entreprise. Et sinon, on peut être salarié ou se retrouver formateur. Alors, c'est soit en centre de formation ou alors dans la formation continue. Qu'est-ce qu'on appelle formation continue chez les maréchaux? C'est des journées de stage qui se passent régulièrement dans l'année, mais lorsqu'on a déjà son diplôme de maréchal. Et comment se déroule le parcours de formation chez les compagnons pour le métier de maréchal? Alors, du coup, on arrive. Il faut déjà avoir son CAP maréchal ferrant à l'extérieur. Et on arrive donc du coup sur le Tour et alors on a des cours régulièrement. Comme on est peu sur le Tour de France en maréchaux ferrant, on a régulièrement des visioconférences et en fait on a comment dire, on évolue par le biais d'études de cas. En fait, on suit des chevaux, avec des études de cas. On est suivi très régulièrement par les anciens maréchaux compagnons. On a également des stages 5 ou 6 fois par an, des stages de 2 jours, où on va observer le cheval et sa locomotion. On prend en charge globalement sa locomotion. Et on fait pas mal aussi de stages où on a des regards croisés avec donc des maréchaux, des vétérinaires et des ostéopathes. On s'occupe beaucoup aussi donc, du coup, de la biomécanique. On fait également de la forge et un peu de dissection. Et un peu de dissection. D'accord. Et le Tour de France dure combien de temps? Il va durer entre 3 et 4 ans, en sachant qu'on a déjà, on rentre avec un CAP de 2 à 3 ans. D'accord. Merci beaucoup. Armelle, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du métier de fondeur en quelques mots, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, le métier de fondeur, c'est le travail du moule. Donc, le fondeur doit fabriquer des moules en sable ou en plâtre ou en d'autres matériaux réfractaires dans lesquels on va couler du métal liquide. Ça va du bronze à la fonte, qui après refroidissement va donner des pièces où il y aura le moins d'usinage à faire derrière. Et du coup, ça regroupe des cloches, du statuaire comme on peut voir dans les villes, ou des pièces mécaniques pour les voitures ou l'aéronautique, ou encore le mobilier comme les poignées de porte ou lampadaires. Et dans quel domaine on est amené à travailler? C'est un peu la même question, hein. Dans quel domaine on est amené à travailler en tant que fondeur?
C'est des domaines d'activité assez vastes, donc ça va de l'art statuaire, que ce soit pour les statues monumentales ou pour les pièces plus petites pour les artistes dans les galeries. Ça touche aussi le mobilier et le mobilier urbain, donc tout ce qu'on voit comme les bancs ou les lampadaires. On a le campanaire, donc c'est le travail de la cloche, et l'automobile, l'aéronautique. On a également le médical et le bijou, mais qui sont des plus petites branches de la fonderie. Et quelles sont les perspectives d'emploi ou de carrière pour ce métier? Les perspectives d'emploi sont assez bonnes parce que le métier de la métallurgie est assez peu représenté et pourtant très très présent dans le monde du travail. La fonderie, c'est très présent autour de nous et en fait, dès qu'on est un ouvrier qualifié, c'est assez recherché parce que c'est des compétences que peu de personnes ont en fait. C'est dur de trouver des employés qualifiés en fonderie. Donc si vous avez de l'expérience, vous allez vite trouver du travail. Et comment se déroule un parcours de formation chez les compagnons pour le métier de fondeur? Alors, comme on est encore un petit métier au sein des compagnons, on ne se forme pas en interne. On va se former donc avec 2 centres de formation extérieurs. Donc, c'est des lycées professionnels de fonderie qui se trouvent un à Lyon et un à Vierzon dans le Cher. Et donc, on peut arriver chez les compagnons avec tout niveau, donc que ce soit post-collège, post-bac ou avec déjà un diplôme dans le métier. Et on pourra vous accompagner. On a 2 différents CAP. On présente aussi le bac pro, le BTS jusqu'à la licence. On peut vous accompagner sur toutes ces formations-là. Et en parallèle, chez les compagnons, on pratique aussi les visioconférences pour parler de spécificités du métier. Et on fait aussi des week-ends de stage pratiques pour être avec tous les fondeurs du Tour de France et pratiquer des techniques avec des fondeurs plus expérimentés. D'accord. Et un Tour de France chez les fondeurs, ça dure combien de temps? C'est organisé comment? Alors, ça dépend un petit peu du niveau d'arrivée, mais c'est en moyenne entre 5 et 6 ans. C'est un peu plus long. Avec des étapes à l'international, j'imagine? Oui, tout à fait. En général, on a une étape à l'international au milieu du parcours, quand on considère qu'on a déjà un petit peu de savoir-faire dans le métier, qu'on peut se débrouiller dans un pays qui ne parle pas la langue parce qu'on a la langue manuelle du métier. Donc, une étape à l'international. On a aussi la possibilité d'aller à la Fondation de Coubertin, qui est un centre d'apprentissage des métiers d'art, qui est en région parisienne, où c'est un cursus de cours et d'ateliers, dans des ateliers assez exceptionnels. D'accord, merci beaucoup. On va parler un petit peu Tour de France maintenant, si vous voulez bien. On a 2 minutes d'avance, je crois, sur le temps. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos parcours respectifs, vos Tours de France, comment ça s'est passé, par où vous êtes passé? Charles, si tu veux commencer. Donc du coup, moi j'ai commencé, j'étais à Rambouillet dans les chevaux de sport. Ensuite, je suis parti à Maison Lafitte, donc dans les chevaux de course, pendant 1 an. Ensuite, je suis parti donc du coup du côté de Caen. J'ai ferré les chevaux de trait du Mont-Saint-Michel et je remplaçais donc du coup mon patron qui avait des soucis de santé. Donc, ce qui a été aussi intéressant là-dedans, c'est que je m'occupais également de la facturation, de la prise de rendez-vous. Et enfin, j'ai fini mon Tour de France. Je suis parti 6 mois en Roumanie en tant que formateur à l'université vétérinaire de Cluj-Napoca. Donc, du coup, je me suis retrouvé formateur dans un pays où je ne connaissais pas la langue. Donc, il a fallu apprendre à parler, alors surtout anglais. Et c'était 6 mois de rêve. C'était très intéressant. D'accord. Et Armelle? Oui, moi je suis arrivée chez les compagnons en 2016. J'ai commencé par l'Alsace, j'étais à Strasbourg et j'étais dans une fonderie de cloches. Donc c'est assez intéressant, il n'y a que 3 fonderies de cloches en France, donc c'était assez exceptionnel. Et après je suis partie plus sur la fonderie industrielle dans les Charentes, où j'ai passé du coup mon bac pro de fonderie. Et j'ai continué mon parcours avec la Bretagne, où j'ai été plus sur la finition des bronzes, c'était des bronzes statuaires. Et j'étais vraiment sur la partie finale de la fabrication. Et l'an dernier, j'étais en région parisienne, du coup, dans les Yvelines, à la Fondation de Coubertin, où j'ai pu voir des bronzes monumentaux, ce qui est assez intéressant. C'est des techniques tout à fait différentes. Et maintenant, je suis en région parisienne, je suis à Pantin, très précisément, à la Monnaie de Paris,
où c'est aussi intéressant, c'est un centre assez historique. Et ouais, je retiens particulièrement la fonderie de cloches parce que c'est vraiment un pan d'histoire qu'on a dans nos mains, parce que les cloches, la technique de fabrication a quasiment pas bougé depuis le 15e. Et du coup, c'est toujours fait en torchis, en crottin de cheval. Et on peut avoir des cloches assez millénaires entre les mains parce que une cloche, ça s'use ou ça se fêle et du coup, il faut la refaire. Et souvent, elles sont refaites à l'identique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une cloche est extrêmement décorée. Il y a vraiment beaucoup, il y a souvent le nom des commanditaires de la cloche. Et du coup, on va faire un relevé très précis des décors qu'il y a dessus et on va recouler la cloche avec le même métal. C'est-à-dire qu'on va prendre l'ancienne cloche qu'on va recouler. Et comme ça, j'ai fait des relevés de décors de cloches qui dataient du 15e avec des textes en latin. C'était une expérience assez exceptionnelle. C'est la légende du phénix, c'est ça? Ouais, c'est un petit peu ça, ouais. C'est l'intérêt de la fonderie, c'est qu'on peut réutiliser le métal, le refondre et refaire des nouvelles pièces avec. Et pourquoi tu choisis ce métier? Mais en fait, je suis tombée amoureuse du métier pour sa diversité, parce que ce soit en fonderie industrielle ou en fonderie d'art, les pièces sont souvent différentes et les procédés de fabrication sont très très différents. On va toucher du sable pour faire les moules ou des matériaux réfractaires, de la cire, et on arrive au métal. Enfin, je savais que je m'ennuierais jamais, que j'aurais jamais fini d'apprendre mon métier. Et c'est ça qui m'intéressait parce que je suis quelqu'un d'assez assez curieux. Et, je ne me suis pas trompée parce que ça fait 6 ans et je m'ennuie toujours pas. Donc, ça marche bien. Pardon. Et toi, Charles, tu as choisi le métier de maréchal, pourquoi? Alors, du coup, moi-même, si j'ai toujours grandi avec les chevaux, j'y suis entré pour la forge à la base. Et je suis tombé amoureux du métier. Et donc, du coup, j'y suis resté pour la ferrure, pour la biomécanique, pour la locomotion. Et puis voilà, on en a à apprendre tous les jours et j'en apprends encore tous les jours aujourd'hui. Et je pense que dans 10 ans, j'en apprendrai toujours tous les jours. C'est clair. Mm. Et comment décririez-vous, votre expérience chez les Compagnons du Bois? Qui veut prendre la main? Armel? Ouais. Moi, j'ai une expérience assez variée chez les compagnons parce que du coup, je suis passée par des entreprises assez opposées. Et c'est ça qui fait toute la richesse, je trouve, du Tour de France. Et on voyage, on découvre des nouvelles entreprises, des nouvelles régions. Et on est toujours avec des gens passionnés dans les maisons. Et je trouve que ça aide vraiment à développer notre passion du métier et à travailler. En fait, c'est ça qui m'a fait venir chez les compagnons. C'est ce cadre de travail pour pouvoir apprendre mon métier comme il faut, en fait. Ça m'a donné, ça crée une émulation, en fait, où on a envie d'aller plus loin, on a envie d'apprendre et de relever des défis pour notre métier. Et ouais, c'est vraiment un atout pour moi. Et Charles, tu partages, tu complètes avec Oui, autre chose, oui, je ne veux pas rajouter grand-chose. C'est vrai qu'on y rentre souvent pour le métier parce qu'on sait, enfin voilà, moi j'avais entendu parler des Compagnons du Devoir. Au niveau du métier, on apprenait énormément et c'est vrai qu'on y a aussi, on se rend compte rapidement qu'on a un côté humain fabuleux. On rencontre des gens de tout âge qui nous apprennent, que ça soit du même métier ou des métiers différents, qui vont nous apprendre des choses qui nous serviront et je trouve ça exceptionnel. Et quels sont pour vous, du coup, les atouts en plus? Enfin, est-ce qu'il y aurait des atouts à rajouter ou est-ce que vous avez tout dit au niveau des atouts du compagnonnage? Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'échange qu'on peut avoir au sein des maisons et toute l'autonomie que ça nous donne de changer de ville chaque année. On se recrée un cocon, on se recrée des habitudes. Ouais, c'est vraiment des expériences inoubliables. On rencontre des gens, on crée des amitiés hyper fortes parce qu'on vit des choses exceptionnelles. On devient adulte en fait chez les compagnons. Si je peux me permettre de partager aussi un peu, Oui. ce qui m'a marqué, moi, sur mon Tour de France, c'est la richesse qu'effectivement pouvait apporter l'intergénérationnel. Et la richesse d'avoir différentes réponses en fonction des âges à nos questions. Et un itinérant vous répondra d'une certaine manière à telle ou telle question, alors qu'un ancien
plus dans la vie active vous répondra certainement autrement. Et puis un ancien âgé vous répondra sur vent avec beaucoup de recul. Et je trouve que ça offre des visions complètes. Et enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai. Je vous remercie beaucoup. En tout cas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vos métiers respectifs pour donner un petit peu l'eau à la bouche à d'éventuels candidats dans vos métiers? Je vous dis ça parce qu'on est un petit peu en avance sur le temps. Donc, il faut meubler en attendant les questions. Moi, ce que je dirais sur le métier de fondeur, c'est vraiment encore une fois sa richesse et sa différence, c'est que ce soit en fonderie d'art où vous allez travailler en contact avec des artistes, avec des œuvres d'art très très diversifiées. Et là, ce qui compte, c'est de respecter la main de l'artiste. C'est vraiment une part du métier. Et on a l'autre côté beaucoup plus technique du métier dans la fonderie industrielle, où là, ce qui compte, c'est les capacités techniques de la pièce. Et là, c'est si vous avez un côté scientifique et que vous aimez les innovations, dans cette branche-là, vous allez trouver ce qu'il faut, parce que en métallurgie, on va vraiment loin dans la métallurgie des métaux. Je trouve qu'on peut autant satisfaire quelqu'un qui recherche de l'artistique et quelqu'un qui recherche une approche scientifique et cartésienne du métier. Il y a de tout. On peut aller vraiment à tout niveau avec la fonderie. On peut devenir ingénieur en métallurgie ou artiste plasticien. Et du coup, moi, pour la maréchalerie, pour moi, il n'y a pas deux chevaux pareils. Déjà, en fonction de la discipline, on ne fera pas les chevaux pareils, et en fonction du cheval, on ne le fera pas pareil. Ce qui fait que je trouve que tous les jours, même si on est amené à ferrer plusieurs chevaux par jour, on ne fera pas du tout la même chose de A à Z, pendant toute sa journée, pendant toute sa semaine et pendant toute son année. Et plus on avance, plus on en vient à se poser de plus en plus de questions, en plus, je trouve, et ça rend la chose d'autant plus intéressante qu'il n'y a pas de fin à cet apprentissage, et donc du coup, pour moi, on ne s'ennuie jamais. Je crois que c'est un peu le propre à tous les métiers de l'artisanat, cette histoire d'apprentissage sans fin. Et je me demande même si on n'arrive pas à cette vision des choses quand on arrive à un certain niveau de compétence, où on se rend compte qu'en fait, plus on avance dans les métiers, et plus on a de questions, quoi. Et puis, à chaque fois qu'on trouve une nouvelle réponse, ça nous amène souvent à d'autres questions qui nous font encore pousser le caillou un peu plus loin, et puis on avance, quoi. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel dans nos métiers, effectivement. C'est fait pour les curieux. Oui. Il n'y a pas de routine. Est-ce que j'ai pas vraiment de questions qui arrivent, donc je vous propose qu'on profite un peu du temps qu'on a pour rentrer un petit peu dans votre tour de France, si on pouvait aller un peu plus loin dans ce que vous nous avez raconté, parce qu'on l'a fait dans le temps, donc avec un laps de temps assez court. Mais est-ce que vous pourriez nous partager le plus beau souvenir que l'un et l'autre avaient vécu sur votre Tour de France? Ce qui vous a le plus marqué? Vas-y, Charles, je te laisse commencer. Alors moi, c'était, du coup, ça va rejoindre ce que disait Patrick tout à l'heure sur le côté intergénérationnel. Alors c'est peut-être un détail, entre guillemets, je sais pas, c'est un détail qui m'a marqué, c'est donc la veille, en fait, j'avais fait donc, du coup, la veille de mon travail, la veille de mon adoption, donc du coup j'avais fait mon travail d'adoption, c'est-à-dire que j'avais fait un travail pour commencer mon Tour de France. Du coup, j'étais assez stressé, et on s'est retrouvé avec des gens de la communauté, donc, du coup de la Maison des Compagnons de Paris, et on s'est retrouvé aussi avec un ancien, donc, qui avait 75 ans certainement, et j'ai trouvé cet instant vraiment génial, parce qu'on partageait tous ensemble donc, du coup du rire et aussi du savoir, et il n'y a pas d'âge en fait, et ce côté intergénérationnel, je le trouve vraiment, je le trouve super, parce que que quelqu'un vienne d'arriver, ou alors
qu'on ait 70 ans, j'ai l'impression qu'on a tous à apprendre les uns des autres. T'as Moi, je trouvé? suis assez d'accord avec ça. C'est l'un des moments les plus mémorables que je me souviens chez les compagnons. C'est aussi en lien avec mon travail d'adoption, donc pour arriver chez les compagnons. Et comme j'étais dans une fonderie de cloches, j'ai réalisé une cloche. Et sur les conseils de mon patron à l'époque, il m'a proposé de faire la cloche du tracé de l'encyclopédie Diderot d'Alembert. Et donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les cloches, c'est des instruments de musique. Et donc, le son est conditionné par le diamètre et la forme extérieure et d'autres paramètres. Et donc, la forme extérieure n'est vraiment pas tracée au hasard. C'est un tracé géométrique assez complexe. Et donc, je me suis attelée à ça. Et il s'avère que le texte de l'encyclopédie Diderot d'Alembert est en vieux français et qu'il est incomplet. C'est-à-dire qu'une fois arrivée à la fin du texte, je n'avais pas la cloche entière tracée. Donc, j'étais un peu embêtée, bien sûr, il manquait l'élément principal de la cloche. Ça démontre déjà à l'époque les secrets d'atelier qu'on pouvait avoir dans les fonderies. Et du coup, mes collègues m'ont aidée et la fonderie travaillait en partenariat avec un ancien fondeur de cloches qui était un moine allemand. Et du coup, il était venu à l'entreprise pour nous aider sur d'autres chantiers. Et je soupçonne le patron d'avoir un peu fait exprès de l'amener à l'entreprise quand je faisais mon travail. Et du coup, il m'a aidé à faire le tracé de la cloche. Et je me souviens d'une après-midi surréaliste où moi, je parlais pas allemand et lui parlait pas français. Et où on a tracé le profil de ma cloche juste avec des gestes, deux, trois bribes d'anglais. Et on a réussi à tracer le profil de ma cloche, quoi. Et il était d'une patience mémorable. Je me souviens, c'était... là, j'ai découvert vraiment le côté universel du langage des mains, quoi. Le Génial. métier est universel. C'était dingue, vraiment un moment totalement hors du temps. Et t'as ton chien qui rentre. Et est-ce que dans vos métiers, il y a une différence pas une différence, mais je veux dire, c'est facile à pratiquer en tant qu'homme, en tant que femme. Enfin, est-ce ça pose une différence dans vos métiers respectifs? Moi, du coup, pas particulièrement. C'est vrai que ça m'est pas souvent arrivé d'avoir d'autres femmes dans les entreprises. Dans les entreprises de fonderie d'art, il y en a plus parce que du coup, on utilise plus des diversités de matériaux, notamment la cire, qui demande vraiment beaucoup de finesse et de délicatesse. Et c'est souvent des femmes qui sont au travail de la cire. Par contre, en fonderie plus industrielle, où c'est plus des hommes parce que c'est des métiers de la métallurgie, mais honnêtement, on a tellement d'aides maintenant mécanisées, que ce soit avec les ponts roulants qui vont porter les charges à notre place. C'est plus utile en fait. La différence humaine est plus vraiment d'actualité. Moi, j'ai jamais eu de souci avec ça. Ça se passe très bien. Et, mm. Et, de toute façon, si c'est trop lourd pour moi, c'est que c'est trop lourd tout court et qu'on prend le pont. En fait, Tout simplement. non, c'est ça, c'est que ça dépasse le poids qu'un humain peut porter, quoi. Donc, et ça se passe bien. Ça va. Et en maréchalerie? En maréchalerie, je pense que, en plus sur le tour, moi j'ai fait mon tour de France avec une fille aussi qui est entrée en même temps que moi, qui est passée dans les mêmes entreprises que moi, et qui a fait aussi qui a ferré les chevaux de trait du Mont-Saint-Michel. Je pense que c'est un métier, enfin, je te rejoins un peu, Armel, c'est des métiers qui sont durs, mais c'est pas plus dur pour une femme que pour un homme certainement, puisque enfin, je pense aux chevaux, par exemple, il faut aussi un côté où il faut être détendu, il faut un côté où il faut du tact aussi avec l'animal. Et pour moi, il y a une partie aussi, enfin, pour moi, il n'y a pas que de la force brute. Une question maréchalerie encore, et j'ai une question fondeur après. Il nous reste 3 minutes. Comment avez-vous décidé de vous lancer dans le métier de maréchal ferrant? On nous pose sur le chat, Charles. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'étais entré, moi, alors même si j'ai toujours eu des chevaux, donc c'est pour ça un peu que je suis rentré, mais j'étais rentré pour la forge parce que pour moi les chevaux, enfin, je savais que je pouvais, que j'allais être au contact des chevaux, mais que j'allais surtout forger. Et finalement, je suis resté pour la maréchalerie parce que je suis vraiment tombé amoureux du métier, du bien-être qu'on fait aux chevaux, parce que du coup, on a un impact énorme sur le cheval. Et c'est ce qui m'a plu
plus que la forge. Merci. Et pour la fonderie, quel genre d'alliage vous travaillez? Quel genre de métaux et d'alliage vous travaillez? On peut travailler tout type d'alliage, ça va vraiment dépendre du domaine d'activité de l'entreprise. Moi, j'ai surtout travaillé les cuivreux, donc les bronzes, les laietons et les aluminiums, mais on peut aussi être amené à travailler de la fonte, de l'acier, du titane. De façon très exceptionnelle, on peut travailler des métaux précieux comme l'argent ou l'or quand on est en bijouterie. Mais c'est vrai que c'est une petite branche du métier. Et là où il y a le plus d'entreprises, c'est dans la pièce mécanique, donc c'est fonte et acier qu'on va retrouver le plus. Et en une minute, là, est-ce que vous pourriez nous donner un peu la journée type d'un fondeur et d'un maréchal ferrant? Charles? Encore une fois, il n'y a pas de journée pareille, mais le maréchal ferrant aujourd'hui est itinérant, c'est-à-dire qu'il se déplace d'écurie en écurie ou de particulier en particulier qui ont des chevaux. Donc du coup, on prend notre camion, on arrive dans une écurie ou chez un particulier, on va ferrer les chevaux. Et après, on va changer d'endroit. Après, on peut avoir des journées où on a exclusivement des écuries et du coup, il y aura moins de routes. On a des journées où on peut se retrouver aussi en partenariat à collaborer avec des vétérinaires et des ostéopathes. Donc voilà. Après, on est amené à faire. Alors, ça dépend si on est dans le cheval de course à Maison Lafitte, on faisait très peu de routes. Après, souvent, on est amené à faire pas mal de routes quand même. D'accord. Et en fonderie, ça se passe comment une journée? C'est pareil, c'est très diversifié parce qu'il y a énormément d'étapes de fabrication. Là, par exemple, je suis dans un petit atelier où on est 2 et du coup, je gère les 3/4 du processus. Où du coup, ça va dépendre si... c'est extrêmement varié. Par exemple, la fabrication du moule, donc on va prendre la pièce qu'on a à fabriquer et on va faire un moule soit en élastomère, soit en sable pour en sortir un négatif dans lequel on va pouvoir... Ça varie vraiment. Mais en gros, il faut qu'on fabrique un moule pour pouvoir couler notre pièce. Par exemple, la journée type de fusion, ça, c'est les plus intéressantes. C'est quand on va vraiment allumer le four de fusion pour mettre notre métal et le mener au point de fusion souhaité. Et là, on va pouvoir couler dans le moule qu'on aura fait avant. Et c'est vraiment un moment décisif parce que ça se joue en quelques secondes. Si ce n'est pas la bonne température de fusion, s'il y a un problème de moule, tout le temps qu'on aura passé sur le moule, en une seconde, ça peut être fichu. Et par exemple, pour le moule de cloche, un moule de cloche, ça met à peu près 1 mois à être fabriqué avec tous les temps de séchage. Et la fusion, c'est 15 minutes et c'est décisif. Donc, c'est ça que je trouve intéressant en fonderie. On a vraiment des différences de temps. On a un temps long pour la fabrication du moule et vraiment un moment de concentration extrême sur le moment de la fusion qui est vraiment décisif. Sans fusion, il n'y a pas de fondeur. Merci beaucoup. Et quel conseil donneriez-vous à un ou une jeune qui hésite à choisir l'un de vos métiers? Charles? Du coup, pour moi, c'est un métier de passion. C'est un métier où on est au contact de l'animal. Moi, je trouve qu'en plus, l'avantage, les chevaux sont très empathiques, donc ils ressentent tout. Et pour moi, c'est super parce que c'est même des journées où on commence de mauvaise humeur, ils nous calment en fait. C'est eux qui nous calment. Et on en apprend tous les jours. C'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que on verra pas deux fois même dans la journée, on verra pas 2 fois la même chose. Et on se posera des questions, on apprendra tous les jours tout au long de sa vie. Et toi, Armel, du coup? Moi, il faut aimer le travail manuel parce que on va travailler différents matériaux et du coup, si on aime découvrir la matière, si on aime s'adapter, comprendre comment elle fonctionne, c'est vraiment un métier vraiment manuel. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on s'ennuie jamais. On peut aller vraiment chercher, pousser dans le savoir-faire technique en faisant des recherches sur les métaux parce qu'une fonte, ça va pas se couler comme un bronze.
et on peut vraiment avoir des caractéristiques techniques très pointues. Ou alors vraiment être plus dans le côté artistique avec le travail des cires et des pièces d'art, où là, c'est pas l'aspect métallurgique qui intéresse, c'est l'aspect visuel de la pièce, c'est respecter l'œuvre de l'artiste. Et ça demande de la sensibilité. En gros, on allie vraiment le côté technique de la métallurgie et du métal et le côté compréhension et finesse de la matière et du travail artistique de l'artiste ou des matériaux. Moi, je trouve que c'est pareil, on s'ennuie jamais en fait. Dans la même journée, je peux travailler de la cire, du métal, du plâtre. Et ça, enfin, c'est une journée lambda, quoi. Je trouve ça vraiment intéressant. Je peux passer de l'atelier climatisé de la cire à l'atelier de fusion où il fait 45 degrés. C'est ces extrêmes-là que j'apprécie. Ouais. Moi, je trouve que on s'ennuie jamais avec ce métier-là et on peut tout y trouver. La finesse du métier et le côté performance technique. C'est 2 métiers passion faits par des passionnés. Et en plus, dans ces métiers, il y a de l'embauche, il y a du débouché, quoi, que ce soit en maréchalerie comme dans le métier de fondeur. Oui. Oui, moi, j'ai jamais eu de problème pour trouver du travail parce que c'est des métiers qui sont peu connus, peu représentés. Et donc, forcément, les sessions de formation sont peu remplies, alors que c'est des métiers où ils recherchent des salariés qualifiés. Moi, je sais que plus j'avance sur mon Tour de France et plus j'ai eu des facilités à trouver du travail parce que je commençais à avoir des compétences que peu d'autres personnes ont. Parce que j'ai pratiqué ce métier plusieurs années, quoi. Ça se fait facilement, ça va vite et c'est beaucoup de bouche à oreille. La fonderie, il y a énormément d'entreprises, mais c'est un milieu assez petit finalement. Et du coup, ça va vite. Ça va très vite. On a travaillé dans quelques fonderies et ça va vite. En maréchalerie, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de monde qui se connaît. Et en plus, l'avantage du tour, c'est que plus ça va aller, plus on connaîtra de monde. Et ça permet aussi d'avoir des opportunités qu'on n'aurait pas eu forcément. Par exemple, moi, partir en Roumanie, quand on m'a dit est-ce que tu veux être formateur en Roumanie, c'est quelque chose. Jamais je me serais dit un jour je serai formateur. Et c'est des choses qui sont belles à vivre. Merci beaucoup pour ces présentations et votre partage d'expérience. Pour ceux qui seraient intéressés par ces métiers, vous pouvez, lors de votre préinscription, avoir un entretien plus détaillé et où vous pouvez poser toutes vos questions également. Vous pouvez démarrer vos inscriptions dès aujourd'hui sur il y a un lien dans le chat dans lequel vous pouvez aller. Et cette vidéo est disponible en replay sur le site à partir de mercredi. Pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un jeune qui hésite ou qui est tenté justement pour rejoindre les compagnons, soit en apprentissage, soit directement sur le Tour de France? Vas-y, Charles, vas-y. Je pense que si on est curieux, pour moi, si on est curieux, si on veut progresser dans son métier, si on veut faire des rencontres, si on veut voyager, le Tour de France, c'est un minimum. Comment on disait déjà? Je suis perdu. Il y a un minimum de. Comment on disait, Jean? Oui, c'était la formule d'un ancien un compagnon maréchal, je vois à quoi tu fais référence, qui disait, oui, effectivement, que c'était de prendre un maximum, de vivre un maximum d'expérience avec un minimum de risques. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est ça. Et donc, du coup, pour le voyage, pour l'apprentissage, pour les rencontres, pour tout ça, moi, de A à Z, je regrette aucun moment de mon tour. Armelle, en quelques secondes. Ouais, je te rejoins là-dessus. On va te donner des opportunités que tu n'auras pas ailleurs. On va te donner les gens vont croire en toi, en fait, et te donner parfois des responsabilités ou des choses que tu ne te sens pas capable, mais tu l'es, en fait. On te fait confiance chez les compagnons. Merci beaucoup. C'est un beau moment. Merci. Eh bien, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Je pense que ça va couper dans pas longtemps et on va laisser la place à un autre métier, je crois. Ça marche. Merci à tous. Merci encore. À bientôt.
Ça fait assez giscardien, là. Bonsoir. On va faire la sortie aussi. Voilà, rebonjour le technicien. Donc, ben voilà, c'était terminé. Votre webinaire, c'était très intéressant. Merci. Très instructif. Donc, c'était assez clair, oui. ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, à bientôt. Je ne sais pas si on se retrouve dans une salle où si on est éjecté. Je ne sais pas comment ça se passe, mais nous, on ne peut rien faire de là. Bon. De toute façon, on ne va pas s'éterniser. Merci beaucoup. Hein. Oui, je vous conseille de sortir du Zoom. Hein. Ouais, ok. Ok, ça marche. Allez. Bonne journée. Merci beaucoup, bon après-midi. Salut. Au revoir.